peut se poser là. Le présent. J'ai entendu tellement de choses dites sur le présent. J'ai pas suivi un seul cours de philosophie de ma vie. Comme je disais tout à l'heure, j'ai quitté l'école, j'avais 16 ans. En cours de deuxième année de BEP, je suis parti faire la fête, me défoncer beaucoup. Enfin, je me défonçais déjà beaucoup avant, mais je n'avais pas fini mon histoire apparemment. Et je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah là, c'est comme un tel, tu as lu ce livre ou tu as lu ça ». Je suis écrivain et je ne le lis quasiment jamais. Je n'ai pas lu un seul livre sur le présent, je n'ai pas été à une seule conférence dessus, puisque ça ne m'intéresse pas. Pas le présent. Mais moi j'ai trouvé comment être heureux. Ce qu'on dise des autres, je pourrais plus tard, peut-être par comparaison, aujourd'hui je ne ressens pas l'utilité du tout. Je vais vous raconter mon histoire au départ très rapidement pour que vous compreniez bien l'évolution. Je vais passer très vite. J'ai une histoire comme tout le monde, une histoire très très riche avec laquelle on pourrait écrire un roman, chacun d'entre vous, si vous regardez votre histoire, voilà, d'une richesse fabuleuse. C'est juste le regard qu'on va poser dessus. Moi, pour faire rapide, j'ai commencé les drogues douces et l'alcool, j'avais 12 ans. Les drogues dures, j'en avais 14, j'ai pris beaucoup d'acide dans ma vie. J'ai été en psychiatrie à 20 ans pour arrêter les drogues dures. J'y suis allé de moi-même, j'ai demandé à arrêter. J'ai arrêté toute drogue dure sauf la drogue la plus dure à arrêter. La drogue dure la plus dure à arrêter qui est l'alcool. L'alcool, j'ai mis beaucoup plus d'années, j'ai arrêté, j'avais 37 ans. À l'époque, j'avais une grosse entreprise, j'ai commencé ma première entreprise, j'avais 24 ans. J'ai créé quelques-unes dans ma vie, du petit marché, des trucs sur le marché, comme je disais, au porte-à-porte, on crée un truc, d'un seul coup on a plein de vendeurs, et puis on commence à faire des sous. Donc tout ce qui concerne le commerce, ça m'intéressait. Pas l'argent pour l'argent, mais parce que ça me plaisait de pouvoir me faire des choses, parce que j'avais des envies plein. Et plus j'avais d'argent, plus j'avais des envies. Puis plus j'avais des envies, plus il fallait que j'aie de l'argent. Et puis plus j'avais de l'argent, plus il fallait que j'aie des envies. Donc je créais des choses qui me rapportaient un maximum d'argent. Et arrivé en 94, en 93, j'ai rencontré un gars qui était moniteur de ski. Il découvre une idée sur Internet qu'on appelait l'allumette tempête. C'était un produit qui avait été créé par l'armée américaine. Si vous cherchez des produits à faire, vous voulez poser des brevets, vous allez sur l'INPI. Il y a plein de choses qui sont dans le domaine public et auquel vous pouvez poser des brevets dessus, il faut le savoir. Et donc on crée ce produit et on gagne beaucoup d'argent très très vite, puisqu'on a gagné le concours Lépine à Paris, et moi j'ai gagné l'auto. Et j'ai pété un câble, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent trop vite et que j'étais pas prêt à le faire. En 97, j'ai tout quitté, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté les banques, les clients, les fournisseurs, l'État, tout le monde, du jour au lendemain. Personne n'a eu de mes nouvelles, et j'ai réapparu un an après. Entre-temps, j'avais arrêté de boire. Et après, j'ai commencé à faire des rencontres, parce que j'ai été 2 ans et demi dans un centre pour handicapés, parce que je vous disais, j'ai une vie qui est très riche. J'ai aussi eu la chance, le bonheur d'attraper une maladie qui, pour les médecins, est incurable. Et une fois, je lui ai montré ce que je faisais quand je faisais des bolasses. Je faisais des spectacles de bolasses. Je sais pas, tu m'as pas connu à cette époque-là. Non, je faisais des spectacles de bolasses et de cordes enflammées, vous voyez ce qu'on doit faire. La différence, c'est que, bon, déjà, moi, avec mes cheveux longs et mes cheveux blancs, j'impressionnais déjà les gens souvent voir des jeunes, mais je me posais à une position à genoux et je me couchais comme ça, et je faisais 3 minutes avec les bolasses comme ça. Je partais en arrière, je revenais avec le sourire. Quand je suis voir mon médecin, il m'a dit, tu vois, j'ai montré ce que je faisais dans son cabinet, il m'a dit, tu vois ce que tu viens de me montrer, Dan. Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais pas te croire, parce que ce que tu viens de me montrer, avec la maladie que j'avais, il m'a dit, médicalement, c'est impossible. Quand on est heureux, tout est possible. On discutait hier, on peut pousser les frontières du possible, on entend beaucoup faire dans le développement personnel. Et voilà, et dans le développement personnel, j'ai été un peu voir ce que faisaient les gens, pour être heureux comme tout le monde. On veut tous être heureux, aujourd'hui je le suis. Et il y avait une chose qui m'a toujours choqué. Une très grande majorité, quasiment tous, on va dire, quasiment, ils m'ont parlé de travailler sur moi. À moi, ils me demandent de travailler. Ils sont fous, eux. J'étais en primaire, on m'a appris l'étymologie du mot travailler. Ah, j'étais pas rentré en sixième que je savais déjà que c'était pas fait pour moi. Hein. Il y en a qui connaissent pas l'étymologie du mot travailler. C'est une torture grecque. Alors demain, quand vous repartez au travail, vous y pensez très fort. Au travail. Moi, j'ai un métier, je travaille pas. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'à partir du moment où on me demandait de faire un travail, ça impliquait un résultat. Si ça implique un résultat, ça veut dire que c'est dans la durée. C'est dans
dans le temps, c'est pas au présent. Et il y a des étapes à faire, comme c'est linéaire, si on fait 1, 2, 3, 5, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on passe à l'étape 4. Parce qu'elle est nécessaire dans l'évolution. Et comme c'est linéaire avec un résultat, je me dis, mais c'est pas au présent. Et j'ai commencé à être mon propre cobaye en 2000. J'ai fait des tas de rencontres. Entre autres, j'ai passé beaucoup de temps avec un moine tibétain qui m'a raconté son histoire. Il avait 33 ans de prison, je n'avais rien demandé. Il avait 70 ans, il avait exactement la moitié de son âge à ce moment-là de temps passé en prison. Et il est venu m'interpeller en me disant, Dan, ouais. La traductrice est venue, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il n'y a pas le Dengyatsu. Moi j'étais venu voir les singes en cage. Non mais sérieux, j'aurais d'Ozo, c'était la même. Je montrais à mes filles des moines tibétains avec leur grand machin et puis leur grand folklore. Franchement, j'allais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et là, j'ai pris la claque de ma vie. Il m'a interpellé, je ne sais pas pourquoi moi. J'étais assis avec ma fille, on est allé le voir, il m'a raconté son histoire, je n'ai pas dormi de la nuit. Je crois que de ma vie, dans un temps aussi réduit qu'est une nuit, je n'ai jamais pleuré autant. Je n'avais pas pris conscience des choses et là, les choses, elles ont commencé à germer devant moi. J'ai eu la mort de ma compagne et de ma meilleure amie. J'ai eu plein de bonheur comme ça dans ma vie. Vous allez me dire, oh, il parle de bonheur, de la mort de quelqu'un. Je vous expliquerai pourquoi peut-être après. Pour moi, merci d'avoir croisé ma route à ce moment-là parce que l'enseignement a été énorme. Et donc, le présent, je me suis dit, le présent, il y a deux choses, on en parle très souvent. D'abord, on dit le présent, c'est le seul moment de ta vie où tu peux modifier quelque chose. Ce qui est une vérité. On dit très souvent, le présent, c'est le premier instant du reste de ta vie. D'ailleurs, ils en ont fait un film. Et après, les autres, on en parle un peu moins. D'une part, parce qu'on est dans une culture où ça dérange. Le présent, tous, ici, tous et tous les gens que vous connaissez, absolument, et que vous ne connaissez pas, cet instant présent est potentiellement le dernier. Ne l'oubliez jamais, ça. L'instant qu'on vit est potentiellement le dernier instant de notre vie. Il n'y a pas de sélection par l'âge. Il faut penser du côté, le bonheur d'avoir ça. Je vais vous expliquer pourquoi après, le bonheur d'avoir ça. Mais moi, je vais développer plutôt un côté que certains profs de philo m'ont dit, ah oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent abordé sous ce côté-là. Le présent est un souvenir en puissance. Chaque instant présent est un souvenir en puissance parce que chaque souvenir qu'on a été un moment présent. La première chose qui revient quand on revient à un souvenir, c'est l'émotion liée à ce souvenir avant de savoir même d'où ça vient. Alors, on va commencer par ça. Si on veut créer des bons souvenirs, si je veux créer des bons souvenirs, il me suffit de créer des bons présents. Des présents qui correspondent à l'émotion que j'aime. Comme je disais tout à l'heure, pas nécessairement qui me rend heureux, mais qui ne me rend pas triste possible, mais en tout cas qui ne me rend pas mal, qui soit au mieux, au pire, bien. Jusqu'à l'explosion. Si je veux avoir des souvenirs que j'aime, qui vont créer ensuite des présents, puisque l'émotion va revenir, elle va se poser sur ce présent. Si je veux créer des bons présents, il faut commencer maintenant à créer. Si je veux avoir des bons souvenirs, il faut créer maintenant des bons présents. J'ai cherché comment faire. Je me suis dit, je ne veux pas me prendre la tête. Pourquoi ? Parce que, bon, comme je vous disais, j'ai une histoire qui est quand même très très riche, et puis je n'étais pas quelqu'un de très correct dans tous les niveaux. Et le jour où j'ai pris conscience, c'est peu de temps, parce que j'ai failli mourir en 99, c'est peu de temps après où je me suis dit, maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Bon, qu'est-ce que je vais changer chez moi ? Et là j'ai commencé à poser, et j'ai regardé. Ah ouais, quand même. Et puis là, je commence par où ? Il y en avait du boulot, hein, comme ils disent. Là, je me suis dit, la vie, elle n'est pas compliquée. C'est pas vrai. La vie, elle est complexe. Elle n'est pas compliquée parce que dans l'absolu, elle est simple. Elle n'est pas facile. J'ai une phrase qui dit, le bonheur, c'est simple, mais pas toujours facile, et c'est sa simplicité qui le rend si difficile. Pour moi, le mot simple est plus important que le mot aimer. Je vais vous donner un exemple que je donne dans les lycées. Si votre compagne ou votre compagnon arrive un soir vous disant « je t'aime » avec un grand sourire, et puis qu'il passe sa journée, et que le lendemain soir il revient, pareil, il va te dire le « je t'aime » de la même
conversation, sauf qu'il va y avoir une chose qui va se modifier. Il va te dire « je t'aime ». Simplement. Et s'il vous dit ça, le simplement donne beaucoup plus d'importance au « je t'aime ». Le mot simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ce que quand tu as demandé. Le mot simple, pour moi, c'est le mot le plus important de la langue française. J'attache beaucoup d'importance au mot, je vais vous expliquer dans le processus. Je me suis dit, il y a tellement de choses à changer qu'il faut que j'en pose une. Et comment je vais faire? Je ne veux pas que ce soit un boulot, je ne veux pas que ce soit... Et on a tous vécu ça un jour. Se dire, dans ce que j'ai vécu, on va plutôt parler du vécu, oh j'aurais dû faire comme ça, ah j'aurais pu faire comme ça, même si on se le dit gentiment. Mais très souvent c'est lié à une émotion négative, une émotion qui ne lui plaît pas. Oh mince, rien que le oh mince, oh, à l'intérieur de soi. Moi j'ai dit, je vais fonctionner différemment. À chaque fois que me revient quelque chose de conscient, comme ça, à ce moment-là, plutôt que j'aurais répondu, ah j'aurais dû faire comme ça, oh là, j'ai pas assuré. Au lieu de dire ça, consciemment, au départ, je vais dire, Dan, sois vigilant. Et je vais ajouter la prochaine fois, fais comme ça. Et je me le dis. Parfois, pendant très longtemps, je me le disais tout haut. Il fallait que je m'entende le dire. Mais comme on ne peut pas le faire pour tout, parce que ça devient un jeu, moi j'ai pris une seule chose. Une seule chose dans ma vie. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai pris au début. Je ne sais plus exactement par lequel j'ai commencé. Ça fait maintenant 15 ans. J'ai habité dans le sud-est pendant très très longtemps, et si vous avez fait un tour dans le sud-est, surtout à Narbonne, ils sont très très forts. Quand ils parlent, ils disent majuscule. Bon, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, point. Majuscule. Et toi, point virgule. Majuscule. Moi ça va, point. Ah, non, ils disent pas comme ça. Ils disent, eh putain, comment ça va aujourd'hui, au Kong? Oh putain, moi ça va, Kong. Et moi je disais putain à la fin de chaque mot. Et j'en étais pas du tout conscient jusqu'au jour où quelqu'un me fait remarquer. Et là, je dis, je vais poser ma vigilance là-dessus. À chaque fois que je dis putain, je dis la prochaine fois, je sois vigilant, ne le dis pas. Je le dis encore aujourd'hui. Et ça ne me gêne plus parce que c'est pas à chaque fin de phrase. Ça ne me gêne plus, je passe à autre chose. Je prends une chose à la fois. Et ça marche pour tout. Une seule chose que je fais, que je dis, que je pense, ou que j'ai fait, que j'ai dit, ou que j'ai pensé. Et je modifie simplement l'émotion de l'instant présent. Pourquoi? Parce que en me forçant au début, comme quand j'apprends un instrument, quand on peut apprendre la danse, ou quel que soit ce que vous appreniez. Moi je prends l'exemple de la guitare parce que c'est très flagrant, on a tous vu quelqu'un jouer une guitare et qui a démarré. Et là avec qui il fait tin 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 tin, et puis 15 jours après il va faire tin 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 tin. Ça veut dire quoi? Ah, je suis dans ma concentration, ah tu m'as tout fait rater. Tin tin. Et puis il va arriver à un certain moment, il va discuter avec vous, il va le sortir comme ça en harmonie. Super beau. Et il va vous parler en même temps. C'est devenu une habitude. C'est devenu quelque chose qui coule tout seul. Le temps que vous avez passé dans la vigilance, le temps que j'ai passé, est proportionnel au temps conscient que je vais y mettre. Plus je vais y mettre de temps. Et ça, après, ça devient un jeu. Et ça devient un jeu pour tout. Je vais vous expliquer. À l'instant présent, il est fait de 3 entités, entre autres. Je, une situation, un événement, des émotions et des sentiments. 3 entités différentes. Pourquoi? Parce que moi, je suis là. Je suis obligé d'être présent. La situation, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment, c'est une situation. Elle n'a que ce que moi je pose dessus. Il pleut, il y en a qui vont dire merde, il pleut. Puis d'autres qui vont dire super, il pleut. Et la même personne qui a dit super, il pleut, un autre moment peut dire merde, il pleut. Et si on reprend une situation d'un présent, il pleut, ça n'a pas changé, c'est la seule chose qui s'est modifiée, c'est l'émotion. Et je vais vous prendre un exemple comment on peut modifier les émotions d'un souvenir. Puisqu'au présent, on veut toujours vivre une bonne émotion. Je vais prendre par exemple, pour la première fois de ma vie, je rencontre un Gérard. J'ai rien contre les Gérards, mais ça me fait penser à quelqu'un, moi personnellement, et non, je plaisante, ça pourrait être n'importe qui. Bon, pour la première fois de ma vie, je rencontre un Gérard. Je prends la situation présente. Je, première entité, rencontre un Gérard, deuxième entité. Et ce Gérard, je peux pas. Ça vous est déjà arrivé déjà. Il ouvre la bouche, je peux pas. Il la ferme. De toute façon, il pense de travers, je peux pas non plus. Il me regarde, mais il y a des gens. Et puis moi,
je rencontre. Et moi, je suis quelqu'un de très radical. Je rencontre un Gérard, je crée un sentiment d'émotion, les Gérards, c'est tous des cons. Ah oui, c'est l'exemple que j'ai. Hein. Donc là, il va se faire, l'association des trois, un souvenir. Il va venir se poser quelque part là-dedans. Situation 2, plus tard. Je rencontre un Gérard. Les deux premières entités sont exactement les mêmes. Je n'ai pas besoin de créer une émotion. Il y en a une qui est déjà là, tchoum, elle va venir tout de suite. Les Gérards, c'est tous des cons. C'est la première pensée que je vais avoir. Et là, j'ai la solution, je me casse, c'est des cons. Je reprends mon truc et je le remets exactement comme il était. Deuxième solution, j'écoute. Et lui, il est vraiment génial, ce Gérard. Waouh, il me scotche, mec. Et bon, l'expérience, hein, qu'elle soit valide, il faut au moins qu'elle soit faite 3 fois. Hein. Je rencontre un Gérard, là, je vais transformer. Je ne vais pas créer quelque chose de nouveau, je vais transformer l'émotion du souvenir précédent. Et je vais dire, les Gérards ne sont pas tous si cons. Et à la place de Gérard, c'est tous des cons, ce que je vais venir poser là par rapport aux situations qui sont similaires à celle-ci, ça va être les Gérards ne sont pas tous si cons. Étape 3. Je rencontre un Gérard. Pour la 3e fois, la chose qui va venir là. C'est la dernière émotion que j'ai créée dans cette situation. La première chose qui va revenir sous forme de souvenir, l'émotion, c'est les Gérards ne sont pas tous si cons. Et en fonction de l'évolution des relations et des rencontres que je vais avoir, ça va faire que évoluer en permanence. C'est valable pour tout, au niveau des événements de la vie. Et il y a peut-être arrivé un moment où, ce qui va venir là, je rencontre un Gérard, et en le quittant, ce que je vais mettre ici, c'est la première fois que j'ai rencontré un Gérard. C'était peut-être pas lui qui était si con, après tout. On modifie l'émotion d'un souvenir. Ça peut prendre du temps pour certains souvenirs. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai une histoire qui est très riche, qui a été loin d'être facile à l'époque au moment où je l'ai vécu. Donc, quand je touchais les produits, à 16 ans, j'étais dans la rue, j'en paraissais 14, je ne suis pas un mec enflé. À l'époque, je ne faisais pas d'arts martiaux. J'en ai quand même pris un petit peu dans la gueule. Quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas une seconde de mon passé que je ne regarde pas avec le sourire. Simplement pourquoi ? Parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, ça me plaît, je suis devenu mon meilleur ami. Et c'est grâce à chaque seconde, depuis ma naissance, peut-être même avant pour certaines croyances. Chaque seconde, c'est chaque choix que j'ai fait. Si j'avais fait un choix différent, je serais ailleurs, certainement à faire autre chose, ce serait dommage. Hein. Donc je peux regarder toute mon histoire. On en parlait, comme je disais, j'ai ma compagne qui est décédée, mort violente. 6 mois après, j'ai ma meilleure amie qui s'est suicidée. J'ai écrit un des textes qui s'appelle Mais où es-tu ange d'ailleurs, peu de temps après, pour leur rendre hommage, un texte qui est très très beau. Quand Audrey, donc ma meilleure amie, s'est suicidée, j'ai mis une 8aine de jours à aller voir ma fille, qui était aussi une amie d'Audrey, et je lui ai dit avec le sourire. Je lui ai dit, waouh, c'est étonnant. Non, parce que j'ai commencé à les remercier. Pourquoi ? Parce que la mort de ces 2 personnes que j'aimais vraiment énormément, elle m'a permis, la mort, l'une après l'autre, très très vite, m'a permis de prendre conscience d'une chose, c'est faire la différence entre être triste et être malheureux. Et la tristesse, c'est une émotion qui est juste. Le malheur, non. Le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est la bonne heure. La bonne heure, c'est toujours maintenant. C'est la seule qu'on a. Le malheur, c'est la mauvaise heure. Quelle que soit la situation, qu'elle soit très triste ou très gaie, si vous êtes à la bonne heure, vous pourrez être triste, mais vous pourrez avoir le sourire quand même, malgré cette tristesse, parce que vous ne serez pas malheureux. Moi, c'est ce que j'ai appris. Mes filles, elle m'a dit, j'ai mis 10 ans à le comprendre. C'était en 2003. On a discuté il y a quelques temps, elle me disait, mais pendant 10 ans, j'arrivais pas même à accepter que tu dises ça avec le sourire. Aujourd'hui, je comprends aujourd'hui pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Je n'ai pas cherché à expliquer les choses. Je fais observation, constatation. J'observe où je suis, mon émotion elle me plaît, je constate où ça me mène. Je constate où ça me mène comment ? Dans l'observation de l'instant présent suivant.
l'observation. Et j'avance dans l'observation et la constatation. C'est pas quelque chose que je fais en travaillant. C'est quelque chose qu'on fait tous. Le moment où on est super bien dans un coin et qu'on se dit waouh, je suis bien là. Et puis parfois on se le dit très très loin dedans, mais on ne s'y attache pas. Vous avez remarqué qu'on dit plus souvent j'ai été heureux que je suis heureux? Pourtant, c'est à cet instant présent, c'est important de le savoir. Bien sûr, après aussi, ça va recréer une bonne émotion. Je me suis dit, je vais passer de la personne que je suis à celle que j'aimerais être pour essayer d'être mon meilleur ami. Je précise bien que ce n'est pas quelque chose d'antan, c'est quelque chose de maintenant. Là, c'est l'instant, je veux passer de la personne que je suis à celle que j'aimerais être. C'est quoi la personne que j'aimerais être? Dans l'absolu, la personne que j'aimerais être, c'est celle que je suis, moi, ce que j'aime pas chez moi. Si je transforme ce que j'aime pas chez moi en quelque chose que j'aime, je deviens la personne que j'aimerais être à ce moment-là. Je suis la personne que je suis. Donc, en transformant ce que j'aime pas chez moi, je vais devenir la personne que j'aimerais être. Et je vais devenir la personne que j'aimerais être. Et quand je suis la personne que j'aimerais être, je suis la personne que je suis. Il y a encore une chose que j'aime pas chez moi. Je vais transformer cette chose que j'aime pas en quelque chose que j'aime. Et donc, de la personne que je suis, je vais passer à la personne que j'aimerais être. Et quand je suis la personne que j'aimerais être, je suis la personne que je suis. Et donc, je vais changer les choses chez moi. Et vous savez pourquoi les gens abandonnent? La plupart du temps, pourquoi moi j'ai abandonné pendant des années? Parce qu'on regarde la personne qu'on aimerait être. On la regarde toujours qu'elle. Et on avance. Et elle avance toujours un pas devant nous. Et on se dit toujours, mais j'arrive pas à l'atteindre. Bien sûr, elle sera toujours un pas devant toi, tu l'atteindras jamais. Sauf que regarde ce que tu as fait. Regarde ton chemin. Regarde où tu en es aujourd'hui. Moi, je fais un exercice que je fais très souvent. Je me pose. Ceux qui étaient là, vous avez remarqué qu'on ne voit pas. Je passe des moments, là, c'était pas en plus particulier, on a discuté. Okay. C'était un moment où j'avais besoin de cette réflexion, puisque Mélissa en a été témoin, puisqu'on s'est rencontrés au début, où il s'est passé beaucoup de choses depuis le rêve de l'aborigène, beaucoup de rencontres, beaucoup d'évolutions dans ma vie, des tas de portes qui se sont ouvertes. Et j'avais pas besoin de les comprendre, mais besoin de poser des mots dessus, pour les expliquer. Et plus je les explique, mieux je les comprends. Mieux je les comprends, plus je vais les expliquer avec des mots justes. Plus je vais employer le mot juste, moins j'ai à me préoccuper de ce que l'autre va penser. Je vais vous donner un exemple de la vigilance, encore une fois, comment vous pouvez l'utiliser dans les mots. Moi, j'ai compris l'importance des mots, j'avais dépassé les 40 ans. Je le faisais avant, mais complètement inconsciemment. Je vais prendre un exemple. Pour décrire une habitation, quelle qu'elle soit, vous connaissez qu'un mot. C'est le mot maison. Donc, vous parlez d'une maison à la montagne, en bois, vous parlez d'une maison en toile, vous parlez d'une maison. Et vous êtes au bar, en train de discuter avec des amis, et la table d'à côté, vous n'écoutez pas, mais vous entendez. Et là, il y a un gars qui dit chalet. C'est exactement ça que je voulais te dire. Chalet. Et vous allez, moi en tout cas, j'ai fonctionné comme ça, je dis, prochaine fois, sois vigilant. Dès que tu prends conscience que tu dis maison, sois vigilant, dis chalet pour ça. La prochaine fois, sois vigilant, dis chalet. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à dire chalet, et parfois, pour certaines situations, pour certains mots, ça a été très très vite. D'autres, c'est beaucoup plus long. Je dis chalet pour une maison en bois, en montagne. Et là, vous allez comprendre. Je vais demander un exercice de fermer les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, n'hésitez pas. Non, mais même si je suis beau, hein, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes. Vous avez la première image mentale qui va venir. Je dis maison. Stop. Gardez les yeux fermés. Maintenant, je vous dis chalet. Stop. Pour qui c'était exactement la même maison? Parce que je venais de parler des chalets avant. C'est automatique, c'est instinctif. C'est normal. Tu as associé le discours d'avant. Mais en général, non mais bref, en général, si tu as un mot comme ça, là, pour une majorité d'entre vous, je te dis une maison, tu fais, voilà, c'est la maison qui nous vient. Ce que je vous ai expliqué, c'est que plus vous allez être juste dans le mot, plus ça va être près, la personne va comprendre au plus proche de ce que vous voulez expliquer. Plus le mot est juste, moi parfois, à la fin de mes comptes, sur certains comptes, quand les gens me demandent d'expliquer, je ne peux pas t'expliquer parce que les mots justes, ils sont écrits. Je ne peux pas être plus juste. Je ne peux pas trouver aujourd'hui plus juste pour te le dire. Moi, je ne me préoccupe pas de ce que comprennent les gens.
je me préoccupe d'une chose, c'est d'être au plus juste dans mon explication. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer. Ce que comprend la personne, ça le concerne. Ça la concerne. De toute façon, je sais très bien qu'elle ne va pas le comprendre. Mais là, il va passer un processus qui est encore plus extraordinaire, inconsciemment. Maintenant, vous savez que ce type de maison en bois, ça s'appelle des chalets. Ça veut dire inconsciemment que tous les autres, ils portent un autre nom. Et les habitations qu'on étoile, vous allez dire, c'est des tentes. Et vous allez parler de tentes. Parce que vous allez avoir entendu, mais là, il va s'accrocher très vite. Vous êtes dans la dynamique. Et puis après, ça va encore plus s'affiner. Vous allez dire, ça c'est mûr, ça c'est un tipi. Vous allez avoir la justesse des mots. À chaque fois que je découvre un mot qui est plus juste que celui que je veux employer, je fais ça. Sois vigilant. Utilise plutôt ce mot-là. Si je change le mot, je change l'action. Si je change l'action, je change la pensée. Si je le fais sur une pensée, la pensée que j'ai eue, elle ne plaît pas, tiens, il vaut mieux que tu penses comme ça. La dernière fois où j'ai ressenti l'émotion de colère, pourtant j'étais un artiste dans le domaine, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Des fois, j'ai fait croire aux gens que j'étais en colère, parce que je faisais des gars très énervés. Alors mon gendre un jour m'a dit, mais comment tu peux, après la colère que tu as eue là, d'être sur l'ordi en train de travailler sur tes textes? Je n'étais pas en colère, j'ai fait croire. Si vous changez une forme de pensée par la vigilance, c'est juste un instant présent, je répète, une prise de conscience, j'aurais dû, j'aurais pu, ou je fais aussi l'instant présent. Je peux faire mieux. Si vous changez un mot, vous allez changer la forme d'action, vous allez changer la forme de pensée. Si vous changez la forme de pensée, vous allez changer l'action et le mot. Et si vous changez l'action, vous allez changer le mot et la pensée. Automatiquement, l'un va passer à l'autre. La façon dont vous dites les choses à quelqu'un, la réaction va être différente. La façon dont vous dites les choses à vous-même, la réaction va être différente. Je change. Et la vigilance, l'avantage de la vigilance, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est je prends conscience de, comme on le fait tous les jours, régulièrement, j'aurais dû, j'aurais pu, ou que je fais. Et je modifie l'émotion de l'instant. Si c'est une situation, je suis en train de faire ça, ça ne me plaît pas. Si je peux modifier la situation, je la modifie. Si je ne suis pas bien, je m'en vais. Ou si c'est chez moi, je demande de partir. Je modifie la situation. Je peux modifier la situation. Là, c'est que mon choix. Je décide de le faire ou pas. Si je ne peux pas modifier la situation, je peux modifier ma réaction face à cette situation de manière à provoquer une émotion qui, au minimum, comme je disais tout à l'heure, qui me rende bien. Génial. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé du côté de Montpellier. Ça m'est passé des choses du côté de Montpellier. C'était dans mes débuts, alors j'ai beaucoup appris. Et je me suis beaucoup servi d'expérience, de rencontres. J'étais c'était il y a très longtemps, j'étais pour une représentation que je devais faire, et donc c'était avec les élus, etc. Et à la fin, il y avait du champagne, tout ça, et donc il y avait Monsieur le maire, il y avait le gratin qui était. Et bon, par rapport à ce que je fais, c'est aussi mon métier, donc il faut aussi que je fasse un peu des sous. Là, dans la situation où j'étais, il était important que je loupe pas cette intervention financièrement. Et au moment où j'allais partir, parce que franchement, je n'avais rien à foutre, j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi. Même pas, c'était en colocation, je squattais chez des colocataires. Et au moment où je vais partir, je me décide, j'ai même un petit moment, parce que j'étais encore dans le côté, bon, je trouvais une façon de partir qui ne va pas les vexer. Maintenant, je pars comme ça, je ne vais pas me justifier. Au moment où je vais partir, le maire ou l'adjoint au maire, oh, Dan! Un politicien. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des politiciens. C'est carton pour se barrer. Et là, je me dis, bon, si je me barre, que je suis impoli, que j'étais encore un peu dans la réactive, là, c'est grillé, quoi. Et je me dis, il faut absolument que je trouve une solution pour transformer cet instant en quelque chose qui va me plaire. Parce que, a priori, je m'en fous de ce qu'il me dit, parce que moi, dans mon idée, je serais déjà parti. Et là, j'ai fait un jeu. C'est la première fois que je l'ai fait, cette fois-là, et je l'ai refait plein de fois après. C'est, j'observe le regard de la personne. J'écoute ce qu'elle dit. Et j'observe son regard, c'est mon seul projet. Pourquoi j'écoute ce qu'elle dit? Parce que je vais faire un jeu, sans jugement aucun, simplement une constatation. Est-ce que son regard est en cohérence avec ce qu'il dit? Essayez avec un politicien. Cobaye, facile. Et j'étais là, avec des petits sourires,
Hein, quoi, des fois, en gros, tu dis rien. Et je souriais, et moi, j'étais en train de me marrer. Et puis, quand il a fini son monologue, il m'a tendu la main, il m'a fait « Merci, c'est un plaisir de discuter avec vous. » J'ai fait qu'une chose, c'est transformer un moment où je me serais fait chier, où j'étais plutôt du côté pas bien, en un moment où j'étais bien, puis même, je veux dire, je me suis bien marré. Vous voyez, on peut changer, peut-être pas changer une situation, parce que les contraintes qu'on se soit imposées ne permettent pas de le faire. Par contre, ce qu'on peut toujours faire, quelle que soit la situation, aussi dure soit-elle, il peut y avoir des situations qui, sur le moment, tu ne peux pas avoir ce côté de regard positif. Tu subis de la violence. Bon, t'es pas là, merci les gars, oui, c'est un bon moment, j'apprends. Bon, moi, en tout cas, je peux pas. Je sais pas vous, mais j'y arriverai pas. Par contre, après. Moi, quand j'ai arrêté de boire, je me suis retrouvé, là, j'ai une cicatrice à l'intérieur. Bon, comme j'étais prof d'arts martiaux pendant des années, je me suis couché parce que je venais d'arrêter de boire et puis que j'étais pas du tout dans le contrôle de mes émotions intérieures à l'époque. Je me suis mis position protection et je me suis dit pas bouger. Je me suis dit surtout pas de colère, pas de colère, pas de colère. Et je ne faisais que de me répéter ça. Ils m'ont tapé dans tous les sens et bon, ça va, quand on a appris à protéger les parties vitales, bon, il y a quelques bleus, il y a quelques trucs, il n'y a pas rien de cassé. Par contre, au moment de partir, le gars, il me fait une claque comme ça, il avait une méga bague, c'était des quepons. Il m'arrache la lèvre avec. Donc j'ai eu 7 points de suture dans la bouche. Aujourd'hui, je dis que c'est une belle expérience. Hein, parce que je ne vais pas retourner dans un squat tout seul, fumer un joint, quand il y a 15 copeaux autour qui te demandent t'en as pas un peu pour moi? Bah tu vois, j'ai que ça. Ah bah super, on n'a pas besoin de plus. Moi maintenant j'y retourne plus, hein, je vous assure. Les expériences, elles peuvent servir à tout, en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La différence que vous allez avoir sur cet instant présent, la seule différence sur votre présent et sur votre futur, récent ou éloigné, n'est que en fonction de l'émotion que vous avez créée sur votre présent. Pas de ce que vous vivez, parce que la situation, elle n'a pas d'émotion. Aucune émotion. Je disais tout à l'heure, un point, je ne vais pas m'attarder, je m'attarde surtout sur ce que j'ai fait là, parce que c'est un point qui est un peu sensible pour certaines personnes. Je le reconnais dans le regard de leur histoire. Comme je disais tout à l'heure, l'instant présent, c'est potentiellement le dernier instant de ma vie. Crise cardiaque, je suis mort. J'ai pris conscience parce qu'un jour, j'ai failli mourir sans le vouloir et je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Alors non seulement c'est votre premier instant, potentiellement votre dernier instant, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pris conscience aussi que c'était potentiellement le dernier instant de tous les gens que j'aime. Ceux que je ne connais pas aussi, mais ceux-là m'importent peu. Je vois très peu mes enfants, j'ai 4 filles, j'ai 12 petits-enfants, je les vois très peu et j'ai conscience de ça. Très peu, puisque ma fille a perdu une petite fille en plus à Messanger, j'ai une histoire qui est très très riche. Et on a pu, de la façon dont elle est, en discuter. Donc je sais en plus, elle est morte née, ils l'ont fait accoucher parce qu'elle était déjà morte, donc il n'y a pas eu ce côté-là. Mais une chose qui est importante, quand il y a eu le massacre au Bataclan, le lendemain, je faisais une intervention que je dise pas de bêtises. Ouais, c'était le Bataclan. Je réfléchis parce qu'il y a eu tellement de dernièrement que je réfléchissais si ça correspondait. C'était au Bataclan parce que j'étais à Paris. Moi, j'étais à côté de Mantes-la-Jolie. Et j'avais une intervention avec les jeunes sur exactement ce que je parlais, mais plus ces notions de respect et l'importance du présent. C'était que des terminales. Et quand il y a eu cet attentat, bon, les gens ils sont morts. Et il y a des gens qui meurent à chaque seconde. C'est pas plus horrible de mourir avec une mitraillette que de mourir d'une crise cardiaque. Tu meurs. Après, c'est comment les vivants le ressentent que c'est différent. Après, nous, on ne sait pas. Et moi, j'ai pris conscience d'une chose. Et j'aurais expliqué aux jeunes dès le lendemain, après la minute de silence, parce que ça a été justement le fil rouge que moi j'ai mis, parce qu'il y a eu cette minute de silence, parce que moi, mon intervention était le midi. Et la minute de silence, elle était à midi, je me souviens.
Moi, je ne suis pas pour les minutes de silence. Je trouve qu'il y a tellement d'hypocrisie derrière que c'est mon opinion personnelle. Donc j'ai quand même respecté cette minute de silence. Et après, j'aurais dit, voyez, une chose que j'ai pris conscience hier, c'était avant-hier, peut-être le surlendemain, je ne sais plus. Tous ces gens qui sont morts là-bas. J'ai des amis à moi qui ont perdu des amis là-bas et quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui m'a appelé. Tous ces gens, la dernière fois, tous les amis de ces gens-là, tous les gens qui connaissaient ces gens-là, la dernière fois qu'ils les ont quittés, ils ont fait comme nous, avec un grand sourire, la prochaine, en étant persuadés qu'ils les reverraient. Moi, vis-à-vis de tous les gens que je rencontre, ça m'arrive des fois que je ne suis pas parfait, hein, et je suis sur cette vigilance en permanence. Quand je quitte quelqu'un, je fais en sorte qu'on se quitte bien. Bon, c'est peut-être un peu froissé, mais que l'émotion au moment où on se quitte, elle ne soit pas mal. Pourquoi ? Parce que je lui amène ça aussi de son côté. Je ne sais pas si vous avez perdu des gens autour de vous quand vous apprenez. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé les fois où j'ai perdu des gens autour de moi, parce que je n'ai pas perdu que ma compagne et Audrey. La première pensée qui m'est revenue à chaque fois, tout de suite, c'est la dernière fois que j'ai vu la personne. Et la première chose qui est revenue, c'est l'émotion. Et je me dis que si moi, quelqu'un meurt autour de moi, que je ne reverrai jamais, la dernière pensée que je veux que ce soit une belle pensée. Moi, je me souviens même pas si c'est avec toi qu'on a parlé hier soir sur Audrey. Moi, je me souviens pas de mauvais moments avec elle. J'ai même un compte, des milliers de gouttelettes sur l'eau du torrent, etc. J'étais avec Audrey, allongée dans l'herbe. Et quand je pensais à elle, je voyais quasiment toujours elle me montrait les lumières du torrent. Je me souviens pas. Les dernières pensées, je pense qu'avec elle, toutes les pensées étaient toujours belles. Mais moi, aujourd'hui, pas seulement parce que si elle meurt, je veux avoir une bonne émotion. C'est aussi que si moi je meurs, puisque c'est complètement possible aussi, c'est que c'est qu'elle se souvienne de moi avec une belle émotion d'abord. Parce que c'est la première émotion. Pourquoi ? Pas pour me flatter. Parce que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que l'émotion que je vive à cet instant présent, qui sera un instant présent le jour où elle l'apprendra, que ce soit pas une mauvaise émotion. Moins elle sera forte au niveau émotionnel, plus il sera facile de la reposer du côté bon. Si on a une très très grosse douleur, c'est difficile, même avec les années, à le regarder avec le sourire. Si dans le comportement qu'on a des gens, parce qu'on les influence en permanence, on est quelqu'un qui est heureux, on est quelqu'un, on se sépare et quand on ne voit plus la personne, moi il y a des gens que je ne reverrai plus jamais, pourtant ils ne sont pas morts. Et la dernière, quand j'étais ici, quand je vais partir d'ici, ce sera que des sourires à chaque fois que j'y repenserai. On crée ça. Mais surtout, moi ce que j'ai dit, je le dis à mes enfants, je le dis même à mes petits-enfants avec une autre forme, quand tu quittes quelqu'un, c'est comme un quai-de-gare. Bon, c'est un peu moins aujourd'hui, mais bon, souvent, il y a des représentations comme ça dans les films. Il y a souvent un mouchoir. Là, il y a deux styles de personnes. Celui qui fait « Waouh, bon voyage, peut-être un de ces jours !» Puis celui qui prend son mouchoir pour sécher ses larmes. Parce que ça le fait trop chier, parce qu'il est attaché à ça. On a peur d'attacher les gens. On a peur et on s'attache aux gens, ça sécurise. Et on va pleurer d'une peine très profonde. Les deux ont un mouchoir, tu choisis ce que tu en fais. Quelle émotion tu vas créer à ce moment-là ? Tu as le droit d'avoir de la peine. Et tu as le droit, surtout, à cet instant présent, et tu as le devoir envers toi-même, tu vas être ton meilleur ami, à cet instant présent, de transformer cette émotion en quelque chose qui va être pas trop mal. Pas te rendre trop triste. Un petit peu quand même. Quand les gens partent d'ici, parfois il y a des émotions qui sont là, mais elles disparaissent très vite parce qu'il y a eu un bon moment avant. Quand on se croise, on se revoit, on se sépare, c'est des gros sourires, des grands au revoir, tu vois, alors qu'il y a quelque temps, moi je ne réagissais pas comme ça. C'est simplement ce fonctionnement de vigilance. On a tout le temps. Même si c'est ma dernière seconde à vivre, j'ai tout le temps. Parce que les médecins, il y a 15 ans, ils m'ont dit qu'il ne me restait pas longtemps. J'en ai 50, j'ai peut-être pas fait la moitié de ma vie. Hein. J'espère. Enfin, je m'en fous, mais je veux dire, plus j'aurai d'expérience, plus je serai content. Par contre, je sais que je
peux rester là. Je peux être là. Je vais terminer avec... j'en ai parlé plusieurs fois, comment être son meilleur ami. Je termine là-dessus parce que c'est quelque chose que je fais dans les collèges et les lycées. Un exemple que je donne. Tu veux regarder ça? Ah, j'avais préparé une petite feuille pour ne pas oublier, mais je vais essayer de... Ah, c'est pas un bon exemple, on va imaginer qu'on ne se connaît pas du tout. Ah. Ouais. Ah non, mais c'est bon. Donc, Mélissa, ouais, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, c'est que, parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui ça faisait tellement plaisir de t'avoir avec moi que j'ai même sapé pourquoi je voulais le faire. Imaginons que je ne la connaisse pas. J'arrive avec elle et je vous la présente, je dis voilà, Mélissa, c'est quelqu'un en qui j'ai très très confiance, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est quelqu'un vraiment de très 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 bien. C'est quelqu'un que j'aime profondément. C'est mon ami. Et je vous conseille d'être le sien. Est-ce que je peux vous le dire si je ne la connais pas? Non. Parce que je ne la connais pas. Je peux vous dire c'est quelqu'un de bien en regardant, mais toutes ces qualités-là, je ne sais pas si elle les a. Peut-être qu'elle les a, peut-être pas. Quand c'est quelqu'un que j'aime pas, c'est d'autant plus faux. Je ne vais pas dire à quelqu'un que le présenter à quelqu'un en disant moi je ne la supporte pas, dire je vous conseille d'être son ami. Et par contre c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un que je ne respecte pas, c'est quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, mais je vous conseille d'être son ami. Ça ne marchera jamais. Mais très souvent, et moi j'ai remarqué que j'ai fait ça pendant très très longtemps, je me présentais. Ah, j'étais bien, j'étais en costume. À l'époque il était noir. Parce que j'aime beaucoup de noir. Depuis que j'aime mieux, j'aime beaucoup de blanc. Je me présentais auprès des gens en disant voilà, je me présente, je m'appelle Dan. Je suis quelqu'un en qui j'ai pas du tout confiance. J'ai pas vraiment confiance en moi. À vrai dire, je me respecte pas quand je regarde ce que je fais. Je suis pas vraiment quelqu'un que j'aime. Je m'aime pas. Je vais présenter aux les personnes toutes les qualités que je porte aux gens que j'aime surtout pas. Et je vais les regarder dans les yeux en disant j'aimerais être ton ami. Ça marchera pas. Ça peut marcher quelquefois, mais ça ne marchera pas. Parce que ça ne marchera pas plus que si vous présentez quelqu'un que vous n'aimez pas. Et c'est ce qu'on fait. Combien de fois on n'a pas confiance en soi? Combien de fois on ne s'aime pas? Combien de fois on ne se respecte pas? Et on demande aux gens d'être nos amis. Moi, quand quelqu'un... Aujourd'hui, les gens ils me disent moi je suis mon ami aujourd'hui. Moi je me respecte. Ma notion de respect n'est pas la valeur de tout le monde. On n'a pas les mêmes frontières de tabou, on n'a pas posé pareil, j'ai des portes que j'ai ouvertes et sur les choses que je me permets. Je fais ce que je veux de moi à partir du moment où je suis bien avec moi. Je fais l'amour avec moi. Je m'aime. Faire de l'amour, c'est quoi? Si on prend littéralement, c'est créer de l'amour. Je me crée de l'amour avec moi tout seul. Je m'aime. S'aimer soi-même. Commencer par soi. Devenir son meilleur ami. C'est la première étape. Les gens me disent mais comment je peux faire? J'ai trouvé que c'était d'une simplicité déconcertante à partir du moment où j'ai commencé à poser une réflexion dessus. Et tout ça, un ami, un meilleur ami, quelqu'un un peu plus que les autres. Moi, comment j'ai fait? Moi, j'en ai eu à l'époque. J'en avais pas beaucoup. J'en avais un, du tout. Mais un en particulier où vraiment, il n'était pas là, mais s'il était là, comment j'aurais fait? C'était mon maître d'arts martiaux, Denis. S'il y avait une personne que j'ai respectée dans ma vie, j'ai respecté beaucoup de gens, mais j'ai passé 4 ans avec lui, 4 heures par jour à l'enseignement des arts martiaux. Et quand je dis arts martiaux, il y a art et martial. Martial, c'est le corps, et tout ce qui est artistique, ça se passe dans la tête. C'est un art de vivre. Et je me disais, comment je réagirais avec Denis? Et la façon dont je pensais que je réagissais avec Denis, je réagissais comme ça avec moi. Il suffit de regarder comment on agit avec son meilleur ami sur certaines situations. Il suffit d'agir avec soi, on agit avec soi comme avec son meilleur ami. Et après, on va agir avec soi comme avec son meilleur ami qui est soi. Moi, quand quelqu'un, je dis souvent, Mélissa, c'est mon ami. J'en parle quand je parle de Mélissa, parce qu'on s'est rencontrés 4 fois en 2 ans. Mélissa, c'est mon amie. La mienne. Et c'est comme quelqu'un envers qui je suis amoureux. Je ne demande pas son avis. Je n'ai jamais dit, pour les gens qui me connaissent, ou quand ils parlaient de Mélissa, on en a parlé ensemble, je n'ai jamais dit,
Je suis son ami. Ça, c'est son problème. Quand quelqu'un est mon ami, je ne lui demande jamais d'être le mien. Il est le mien. Je ne sais pas si je suis le sien. Je lui demande jamais d'être le sien, par contre. Je ne sais pas. Et ça ne me concerne pas. Comme quand on est amoureux quand on est ado. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois, même adulte, amoureux de quelqu'un, tu ne demandes pas d'être amoureux comme toi. Tu as des désirs, tu as des envies, tu as des choses. Et tu ne demandes pas son avis. Je peux être amoureux de toi? Mais on n'a jamais fait ça, les filles. Est-ce que tu m'autorises d'être amoureux de toi, hein? Non, on ne demande pas. Bah, l'amitié, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, les gens, pendant des années, je crois jusqu'à ce que j'arrête de boire, pratiquement, où j'ai commencé à réfléchir sur moi, je ne croyais pas du tout en l'amitié. Je ne croyais pas en l'amitié. J'ai un ami, Dédé, que j'ai aujourd'hui, c'est un ami à l'époque. Vous allez comprendre pourquoi je précise aujourd'hui. Je sais que c'était un ami. Il a vécu 6 mois chez moi. On a vécu des choses énormes. Il était berger en montagne. C'est le parrain de ma dernière fille. Et un jour, Dédé à la terrasse, on n'était pas bien, moi j'étais pas bien ou je sais pas quoi. Et il me dit, tu sais Dan, je suis ton ami. Et là j'ai fait un bond. J'ai fait pardon? Tu m'as demandé mon avis? Non, t'es pas mon ami. T'es pas mon ami, pas question, il s'est mis à pleurer. Aujourd'hui, je l'ai revu après, on en rigole. Et pourquoi c'était pas mon ami? J'avais toutes les qualités avec lui d'un ami. Sauf que de par mon expérience, surtout au moment de mon adolescence, amitié était automatiquement lié à trahison. Tu peux avoir tout à partir du moment où tu me disais je suis ton ami. Tu es mon ami. Ça changeait tout. Non. De toute façon, il va y avoir trahison. Un mot peut changer les choses. Aujourd'hui, les gens, ils me disent mais t'as beaucoup d'amis? Les miens? Franchement, je peux pas les compter. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des gens, je pourrais traverser la France. Je prends l'exemple de mes enfants. Oui, parce que c'est d'abord mes amis. Ils me téléphonent, ils me disent Dan, on a besoin de toi. Je l'ai fait pour une amie, Sophie, traverser toute la France. Je ne demande pas pourquoi, je demande quelques explications de base. Parce que si c'est parce que tu t'es un peu coupé le bout du doigt en coupant tes ongles, je vais peut-être pas faire 800 km. Donc il faut changer de mode de gaz non plus. Je demande, et par contre, j'hésite pas à le faire. Denis, quand les dernières fois où j'ai vu, donc mon maître d'arts martiaux qui m'a vraiment appris, lui pour moi, c'était pas un ami, c'était. Ouais, moi je posais pas, c'était mon maître. C'est pas la même relation non plus. Il m'a appelé un jour, sa compagne était morte d'un cancer foudroyant. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il était à Rennes. Moi j'habitais dans les Hautes-Alpes, ma mère habitait à Angers. Il m'a appelé le soir, tard dans la nuit, il était quelle heure, 11h minuit, et je lui ai dit rendez-vous demain chez ma mère à Angers. Rendez-vous demain soir chez ma mère à Angers. À 17h, j'étais chez ma mère à Angers demain soir. Denis était là. J'ai pris ma voiture et on rentre dans les Alpes et on en discute après. À l'époque, c'était peut-être la seule personne, peut-être même que je l'aurais fait avec lui et pas avec ma femme. C'est peut-être la seule personne avec qui je pouvais le faire. Aujourd'hui, il y en a plein de gens. Par contre, ce qui est complètement clair dans ma tête, c'est que même si je sais que je suis le leur, ce qu'ils vont faire de cette amitié, ça ne me concerne pas. Quand moi j'ai besoin, si je dis j'ai besoin, je ne vais pas jamais reprocher à quelqu'un de ne pas le faire. Comme je dis dans les écoles, surtout au collège, quand tu viens le matin, que tu arrives le matin et que ton petit copain, là il te pourrit, tu sais pas pourquoi, puis il t'engueule et puis tu lui dis un mot, tu vas de travers et tout, il te traite de tous les noms, à la limite même il t'en colle une. Tu sais pas ce qui vient de se passer. Autant tout ce qu'il t'a fait là, il aurait tellement aimé pouvoir le faire à sa mère avant de partir, parce qu'elle lui a mis là, mais il peut pas le faire à un moment. Et puis c'est toi, t'étais le premier qui est arrivé après. C'est toi qui as morflé. Ça nous arrive plein de fois, des rencontres comme ça dans nos vies. Plein de fois, et on ne sait pas. Parce que là, à ce moment-là, on dit putain, mais quel connard! J'ai rien fait! Mais non! Vous voyez, la vigilance, c'est
Simplement. Je peux en parler pendant des heures, je vais arrêter un petit peu là, je vais juste... je voulais finir plus tôt pour finir. Il est 22h. On a démarré à quelle heure? Oh, plutôt 21h, on a démarré un peu loin en fait, hein, parce qu'on a démarré vachement tard. Et avec une demi-heure, j'ai l'impression que j'ai dit tellement de choses. Je voulais juste terminer avec une gorgée d'eau, pour commencer à terminer.